Les énigmes de l'ancienne Égypte suscitent l'intérêt permanent des scientifiques depuis déjà plusieurs siècles. Parmi de nombreux monuments culturels et architecturaux laissés par la civilisation disparue, les plus connus sont incontestablement les trois pyramides géantes situées sur le plateau rocheux de Gizeh près du Caire. Qui, quand et dans quel but a construit ces tétraèdres cyclopéens? Il semblerait que la science académique connaisse les réponses à ces questions depuis longtemps. Le seul problème qui n'a pas encore été résolu, c'est de déterminer comment on les a construits, ou plus précisément comment les anciens maçons pouvaient tailler et déplacer ces énormes blocs de pierre. On propose des solutions techniques bien variées, mais toutes ces solutions ont beaucoup de points faibles, et toutes les tentatives des chercheurs de prouver leur théorie par la pratique ont échoué. Cependant, encore dans la première moitié du XXe siècle, les ingénieurs chimistes ont fait une découverte qui a donné la clé pour comprendre la technologie de la construction des pyramides. Bien plus, une expertise indépendante des pierres de la construction a pleinement confirmé que ces scientifiques avaient raison. L'énigme des anciennes pyramides a été résolue. On pourrait croire que cette découverte aurait dû faire sensation et que le chercheur aurait pu prétendre aux récompenses scientifiques les plus prestigieuses. Il se trouve que les choses se sont passées différemment. Le milieu scientifique a complètement ignoré cette découverte. Les égyptologues ont fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. À ce jour, ils ne veulent toujours pas le faire. On peut considérer l'Égypte comme l'un des endroits les plus intéressants sur la planète pour les historiens, pour les archéologues, pour les chercheurs spécialisés dans l'art et même pour les touristes. Cela fait quelques siècles déjà que les monuments énormes, les ruines des anciens temples, les hiéroglyphes énigmatiques sur les murs des palais excitent l'imagination des chercheurs. Mais les sites les plus importants de l'Égypte, ce sont les pyramides. On en compte ici plus de 80. La chaîne des pyramides longe le Nil sur une distance de plus de 50 km. Les monuments dominants dans cet ensemble sont les constructions uniques sur le plateau de Gizeh près du Caire. Les pyramides de Khéops, de Képhren et de Mykérinos ont été appelées les Grandes et figurent dans la liste des 7 merveilles du monde. Et ce n'est pas étonnant, car la hauteur de la plus grande d'entre elles, celle de Khéops, dépasse 140 mètres et elle est constituée de plus de 2 millions de blocs de pierre, dont chacun pèse entre 2,5 tonnes et 15 tonnes. Bien sûr, il est difficile d'étonner l'homme moderne même avec les grandes pyramides. Néanmoins, la question de savoir comment on a pu bâtir tout ça plusieurs siècles en arrière prive les chercheurs de sommeil même de nos jours. Les égyptologues ont proposé plusieurs solutions de techniques de construction de ces colosses, et de temps à autre, ils tentent de les vérifier en pratique. On connaît plusieurs tentatives dans ce genre. Les Américains et les Japonais ont tenté cela. On peut classer ces tentatives en plusieurs catégories. Dans la première catégorie, on peut ranger la fabrication de mécanismes de construction en bois, d'énormes bascules à l'aide desquelles, en entourant les grands blocs de pierre, de cordes et de câbles, les anciens esclaves soulevaient les blocs, comme on le croit, les poser sur des traîneaux à patins et les déplacer sur des dizaines de kilomètres. Mais les chercheurs ont vite compris que du point de vue pratique, ces théories s'avéraient pour le moins douteuses. Toutes les tentatives de construire selon cette technologie, même des copies plus petites et simplifiées des anciens édifices, ont toujours échoué. Il faut remarquer que les anciens bâtisseurs avaient affaire non seulement à des blocs relativement petits qui pesaient quelques tonnes, mais aussi à des vrais mégalithes qui pesaient facilement 500 tonnes. Par exemple, le célèbre temple du Sphinx à Gizeh est construit avec ce genre d'énormes blocs. Il est difficile d'imaginer que les Égyptiens aient été capables de bouger ces blocs. Que dire alors de leur transport sur des dizaines ou centaines de kilomètres?
Ce bloc géant est posé à proximité de la pyramide de Khéphren. Un égyptologue connu, Jean-Philippe Loher, dans son livre Le problème des pyramides d'Égypte, a émis une supposition selon laquelle les énormes blocs de pierre ont été transportés à l'aide de traîneaux à patins. Cette version-là suscite un gros doute. Même de nos jours, le transport d'un poids de plus de 500 tonnes serait une tâche technologique extrêmement compliquée. Après tout, qu'est-ce qui a empêché les anciens Égyptiens de tailler ces blocs en plusieurs blocs plus petits, afin de simplifier le travail? Car d'après ce que disent les historiens, dans les carrières de l'ancienne Égypte, on arrivait à tailler avec succès des blocs de pierre de toutes les tailles. Une question qui n'est guère plus facile. Comment a-t-on soulevé ces blocs de plusieurs tonnes? Jean-Philippe Loher critique l'une des versions qui implique l'utilisation des mécanismes en bois à cet effet et avance une autre hypothèse de construction de remblais autour de la pyramide. Sur les pentes de ces rampes-en-terre, on arrivait à traîner les grands blocs vers le haut. Dans le livre L'Égypte 5000 ans de civilisation, Alberto Carlo Carpicecci avance une hypothèse déclarée comme la principale et la plus probable d'utilisation de mécanismes en bois. Également, il existe une théorie selon laquelle les pyramides ont été construites non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. D'abord, on aurait taillé des rochers qui étaient déjà là et après on les aurait entourés de blocs de pierre. Même si ces méthodes de construction sont réalisables théoriquement, elles sont tout d'abord incroyablement laborieuses et puis elles ne résolvent pas toutes les questions. Certains rébus de l'architecture ancienne égyptienne demeurent sans solution. Tous les blocs dans les pyramides grands et petits sont presque idéalement ajustés entre eux. À certains endroits, l'espace entre les blocs n'excède pas un demi-millimètre. Ici, tout comme dans la pyramide de Khéops, nous voyons un ajustement idéal de blocs de granit. Il faut remarquer d'énormes blocs. Ils se touchent sous un angle idéalement droit et on ne peut insérer même une aiguille dans l'espace entre eux. Pour obtenir un tel résultat, le zèle seul ne suffit pas. Il faut avoir des outillages spéciaux et des technologies uniques de taille de la pierre, même selon des standards modernes. Comment les Égyptiens ont pu obtenir un tel ajustement? Les représentants du milieu scientifique écartent les bras et continuent à raisonner sur la grandeur mystérieuse de l'ancienne civilisation égyptienne. Dans certains cas, ça frôle le ridicule. Par exemple, j'ai remarqué que dans le temple du Sphinx, un des coins intérieurs n'est pas réalisé par la jonction de deux blocs de pierre, comme ça se fait dans la maçonnerie traditionnelle, mais par la création d'un angle dans le bloc même. C'est-à-dire le bloc a une forme concave et déborde de 5 cm sur le mur perpendiculaire. Imaginez seulement ce que ça doit représenter de tailler un tel bloc concave. Ça veut dire qu'il faut enlever du bloc une couche de 5 cm. C'est une idée complètement folle qui ne rentre absolument pas dans le cadre de la maçonnerie classique. D'où apparaît une autre question. Pour quelles raisons les anciens maçons ont compliqué davantage une tâche déjà complexe? Il faut dire que les auteurs de ces théories sont eux-mêmes conscients de leurs défaillances. C'est pour cette raison que dans certains ouvrages scientifiques sérieux, vous pouvez rencontrer des passages qui, à notre avis, ne relèvent pas de la science, sur le fait que les anciens possédaient des méthodes quasi mystiques perdues, à l'aide desquelles ils arrivaient à transporter par lévitation d'énormes blocs de pierre. Ceci relève de la fantaisie, mais je le répète, on a droit à ces suppositions parce que les auteurs de ces théories comprennent qu'ils n'ont rien de plus vraisemblable à avancer. Dans cette situation, il ne reste qu'à supposer que ce sont des dites civilisations supérieures qui ont prêté la main à la construction de ces énormes édifices. Par exemple, les habitants de l'Atlantide légendaire ou même des extraterrestres. Et si nous reformulions la question pour la poser de façon tout aussi paradoxale à première vue? Si les anciens maçons n'étaient pas encore en mesure de tailler et de superposer d'énormes blocs de pierre, par quels moyens ils auraient néanmoins pu construire leurs grandes pyramides? Peut-être ils ont utilisé une autre méthode de construction. Comment procède-t-on aujourd'hui pour édifier quelque chose de comparable? Par exemple, les gratte-ciel. Généralement, on utilise le béton, bien sûr. Probablement, si on voulait construire les pyramides aujourd'hui, le matériau principal, ça serait le béton. Selon leur apparence,
Les blocs des pyramides d'Égypte auraient pu passer pour des blocs en béton, mais la fabrication de ce matériau de construction sous-entend l'utilisation de technologies modernes assez compliquées. Prenons par exemple la fabrication du ciment, le composant principal du béton. Dans la première étape, la roche est broyée avec addition d'eau pour la transformer en masse semi-liquide. Ensuite, dans des fourneaux spéciaux, cette masse subit une cuisson progressive, durant laquelle s'y produisent des réactions chimiques et physiques complexes. Après un refroidissement brusque, on obtient un produit semi-fini appelé le clinker, qu'il faut à nouveau broyer. Le problème réside dans le fait que la cuisson nécessite une température avoisinante 1500 degrés. C'est uniquement en ces conditions que le matériau acquiert les propriétés nécessaires. Les anciens Égyptiens ne pouvaient pas avoir de tels fourneaux, par conséquent, ils ne pouvaient pas avoir un tel béton non plus. Mais d'un autre côté, l'humanité a toujours utilisé une matière ressemblant au béton ou au ciment pour les constructions en pierre ou en briques. Les hommes savent depuis longtemps que les pierres ne tiennent pas ensemble toutes seules et qu'il faut les lier soit avec du ciment, soit avec de la chaux, soit avec le blanc et le jaune d'œuf, qui d'ailleurs tiennent bien. À des époques différentes et dans des pays différents, les hommes avaient utilisé la cire, la résine, la farine de blé, le fromage de brebis et le jus d'ail. Mais est-ce qu'il est possible d'utiliser ce genre d'ingrédients à une échelle industrielle? Pas pour l'adhésion des blocs, mais pour la fabrication des blocs eux-mêmes, de plusieurs millions de blocs. Alors, on doit exclure la piste du béton. Ou tout de même non. Au milieu du XXe siècle, un chimiste français, le professeur à l'université de Berne, Joseph Davidovits, a développé une méthode de fabrication du béton géopolymère. Cette méthode ne nécessite pas d'utilisation de technologies modernes complexes. Pour fabriquer ce béton, on peut utiliser pratiquement n'importe quelle roche pulvérisée. Le béton durcit rapidement à la température ambiante et se transforme en pierre artificielle. De nos jours, cette technologie est employée avec succès par des compagnies de construction américaines et européennes. La force de la découverte de Davidovits, c'est que pour la fabrication de la pierre artificielle, il a proposé d'utiliser un phénomène physique bien connu, l'adhésion. L'adhésion, du mot latin adhesio, coller, c'est une agglomération de matériaux liquides ou durs aux endroits où leur surface entre en contact. Davidovits a supposé qu'il a redécouvert quelque chose que vraisemblablement connaissaient les anciens bâtisseurs autrefois, notamment ceux qui ont construit les pyramides. C'est Davidovits qui a avancé cette hypothèse courageuse que les pyramides et autres constructions d'Égypte ne sont pas du tout en pierre mais en béton. Pour la fabrication du béton géopolymère, on n'a pas besoin de haute température, ni de haute pression, ni de technologie moderne. Tout ce dont on a besoin, c'est de connaître les proportions exactes des composants chimiques de ce mélange. Joseph Davidovits a défini 13 composants du matériau de construction des anciens Égyptiens. Il est apparu que tous ces composants se trouvaient littéralement sous leurs pieds. Par exemple, le carbonate de sodium est disponible en grande quantité dans les déserts et lacs salés locaux. Et la boue du Nil contient l'oxyde d'aluminium. Même aujourd'hui, au Caire, les gens sont assis sur la rive en bout du Nil, qui n'est pas une argile ordinaire, mais un mélange contenant des hydroxydes de fer, d'aluminium et d'autres matières, notamment organiques, qui durcit en séchant, devenant presque comme une pierre. C'est un agent liant excellent. Regardez, ils ont construit ici avec des briques non cuites en argile du Nil, ou en d'autres mots en terre tout simplement. Un agent liant est nécessaire pour obtenir une pierre artificielle à partir de roches telles que le granit ou la diorite. Mais on peut se passer de liant quand on a affaire à une roche tendre qu'on peut assez facilement réduire en poudre fine. On peut prendre n'importe quelle roche, la granuler en calibre défini, mélanger avec de la poudre plus fine de la même roche, faire une solution avec de l'eau. Par ce moyen, on obtient une pierre artificielle qui est difficile à distinguer de la pierre naturelle. Ainsi, on peut arriver à la conclusion que dans l'Égypte ancienne, il y avait toutes les conditions pour fabriquer le béton. À ce propos, il existe une image égyptienne ancienne curieuse sur le mur de la tombe de Rekhmiré dans la vallée des Nobles. On peut l'interpréter comme une illustration étape par étape du processus de la fabrication des blocs en béton. Voilà deux Égyptiens qui prennent de l'eau avec des cruches dans un réservoir rectangulaire. Le troisième écrase la roche. Les suivants font le mélange et mettent la masse obtenue dans un panier. Ensuite, ils la déversent pour fabriquer un bloc.
En réalité, ce n'est pas une pierre naturelle, mais un bloc en béton géopolymère. La surface de ce bloc a été induite avec un mélange de meilleure qualité, ou du moins de qualités différentes. C'est pourquoi l'aspect n'est pas lisse, et par endroits, il y a des couches qui sont tombées. Regardons ce qui se trouve sous ces couches. C'est du sable. On peut voir qu'il y a du sable. Ceci n'est pas du granit, c'est du béton géopolymère. Это не гранит. Это геополимерный бетон. Rappelons-nous des énigmes principales des pyramides et essayons de voir si on peut les résoudre à l'aide de la théorie du béton. Le scientifique ancien grec Hérodote, que l'on appelle souvent le père de l'histoire, après son voyage en Égypte où il a parlé aux prêtres locaux, a avancé son interprétation de la technologie de la construction des pyramides. Voici ce qu'il a écrit. Quand on eut commencé à la construire de cette manière, on éleva de terre les autres pierres, et à l'aide de machines faites de courtes pièces de bois, on les monta sur le premier rang d'assises. Quand une pierre y était parvenue, on la mettait dans une autre machine qui était sur cette première assise. De là, on la montait par le moyen d'une autre machine, car il y en avait autant que d'assises. Peut-être aussi n'avait-il qu'une seule et même machine, facile à transporter d'une assise à l'autre, toutes les fois qu'on en avait ôté la pierre. Cette description est très peu claire. Quelle machine et comment on l'a montée? Dans tous les cas, peut-on songer soulever des blocs de pierre de plusieurs tonnes à l'aide de constructions en bois? Les égyptologues, sans l'ombre de doute, ont déclaré que la version d'Hérodote est erronée. Mais si on suppose qu'il s'agit de béton géopolymère, dans ce cas, nous avons une description possible de banche pour la fabrication des blocs, c'est-à-dire du moule de chantier ordinaire. Le moule, c'est une matrice démontable en bois ou en métal destinée à couler le béton et définissant la forme du futur bloc en béton ou en béton armé. Si on étudie attentivement ce texte, on comprend alors qu'Hérodote a décrit un moule en bois à l'aide duquel s'élevait, grandissait la pierre. Car il est clair que si on coule un volume trop important du ciment d'un coup, en durcissant, le bloc deviendra défectueux ou déformé. Il est clair que le bâtisseur rajoutait couche par couche en laissant sécher. Ces couches sont aujourd'hui bien visibles aux endroits où les blocs ont perdu leur revêtement. Si c'était du calcaire naturel, comme dans le mur de la forteresse du Caire, les couches seraient régulières et parallèles. Le calcaire, c'est une roche sédimentaire. Sa structure stratifiée se forme comme le résultat d'un dépôt lent, millimètre par millimètre, de couches parallèles de matières différentes sur le fond marin. On observe un tableau bien différent dans les blocs des pyramides. Voici un fragment du bloc provenant de la pyramide de Khéops. C'est un éclat d'un coin supérieur du bloc. Sur sa surface latérale, on voit des empreintes émaillées. D'où sort cette empreinte? Il y a une explication simple. C'est une empreinte de la natte qui a été apposée sur les parois du moule qui a servi à couler le bloc. En plus, c'est comme si une natte était de gauche vers la droite et l'autre la croisait de droite vers la gauche en deuxième couche. Ce genre de choses est possible seulement si c'était une partie du moule, si c'était une natte qui couvrait le moule. Ceci est une autre surface du fragment. Elle est rugueuse. C'est justement de cette façon que durcit le béton. De nos jours, afin d'éviter ce genre de défaut, on utilise des vibrateurs spéciaux. Mais les anciens bâtisseurs ne disposaient pas de telles choses. Si tout ça était taillé dans la pierre, toutes les surfaces des blocs auraient été taillées de façon semblable et régulière. La présence des traces du moule veut dire qu'on a affaire au béton. Apparaît une question. Pourquoi personne n'a remarqué ces traces? Parce que sur les blocs inférieurs de la pyramide devant lesquels passent les touristes, il n'y a pas de traces semblables. Par contre, si on monte plus haut,
Ce morceau du bloc a été pris à une hauteur de plus de 50 mètres. À cette hauteur-là, on peut voir ces traces sur tous les blocs. On peut bien sûr supposer que les anciens Égyptiens ont préparé les pierres différemment pour les niveaux différents de la pyramide. Mais il y a aussi une autre explication. Les blocs de la pyramide sont assez tendres. Leur dureté peut être comparée à la dureté du gypse ou des ongles de la main. Les tempêtes de sable fréquentes pour cet endroit ont pu polir les blocs depuis tout ce temps, en effaçant toutes les traces. Le sable projeté sur les pyramides joue le rôle d'un abrasif. Le sable s'élève sur 20-30 mètres maximum. Les traces de moules ont été découvertes plus haut. On trouve les traces de nattes ailleurs que sur les blocs des pyramides. Nous sommes dans la cour du temple à Esna. Ici se trouve une pierre qui a conservé les traces de son origine de béton. Ce sont les restes de la natte en roseau incrustée dans la pierre. Maintenant, essayons de comprendre la deuxième énigme. Comment, lors de la construction des temples et des pyramides, les Égyptiens ont équarri les faces des blocs pour que l'espace entre eux soit minimal? À certains endroits, ces espaces ont l'air de simples égratignures sur la surface de la pierre. Les égyptologues ne sont pas capables de fournir une explication claire à ce phénomène. Il ne leur reste qu'à s'émerveiller. En effet, il est difficile d'imaginer les anciens Égyptiens en train de polir les mégalithes. De plus, avant d'ajuster ces énormes blocs entre eux, il faut d'abord les extraire de la roche. Comme l'affirment les égyptologues, ça se faisait à l'aide d'outils en cuivre. Il vous est déjà arrivé de couper un arbre avec une scie normale en métal avec les dents écartées? Et oui. Est-ce que vous avez pu faire avec un seul trait de scie? Jamais, car la scie est souvent expulsée de sa voie. Est-ce qu'on trouve ce genre d'entaille sur les pierres de la pyramide de Khéops? Non, je poursuis. Pour quel but on écarte les dents de la scie d'une part et d'autre? Pour éviter que la scie ne se coince. Comment voulez-vous scier la pierre avec une lame en cuivre et qu'elle ne se coince pas dedans? Elle va se coincer au premier passage. À ce propos, quelqu'un a-t-il déjà vu ces scies quelque part dans un musée? Il n'y en a pas. Mais si les blocs n'ont pas été taillés mais coulés, alors tout rentre dans l'ordre. Chaque bloc suivant était formé en opposant les branches sur le bloc précédent déjà prêt. Vous y coulez une nouvelle portion du béton et de l'eau, après quoi vos deux blocs littéralement fusionnent. En principe, les anciens constructeurs auraient pu couler des murs monolithes, mais dans ce cas, tôt ou tard, les pyramides auraient éclaté et se seraient écroulées à cause d'écarts de température et à cause de la tension intérieure. Pour que la construction puisse respirer, comme on dit, on a fait des blocs séparés. On constate que les pyramides sont toujours là. On ne voit pas de fente dans leurs parois vieilles de plusieurs siècles. En revanche, on trouve d'autres choses assez inattendues. Par exemple, dans la maçonnerie d'une des petites pyramides située au sud de la pyramide de Mykérinos à Gizeh, on peut voir des cavités assez étranges. Cette pyramide est construite de blocs qui sont couverts de croûte dure, mais à l'intérieur, ils sont assez tendres. Ce ne serait pas possible pour des pierres naturelles. Et ce n'est pas étonnant quand il s'agit de blocs en béton, car on a pu utiliser un mélange de moindre qualité pour couler l'intérieur du bloc et un mélange plus dur pour les parties extérieures. On peut le casser avec les doigts à l'intérieur de la cavité. C'est sa consistance antérieure. Et si on essaie de casser sa croûte, la couche extérieure, on n'y arrive pas sans outils. L'intérieur des blocs est tendre et à l'extérieur, ils sont couverts d'une couche poreuse plus dure qui ne cède pas, même à la lame du couteau. Est-ce qu'une pierre naturelle peut avoir un intérieur tendre et un extérieur dur? Une pierre taillée et extraite d'une carrière? À notre avis, non, c'est exclu. Et si c'est du béton, alors bien sûr, dans les couches extérieures du bloc, on a pu rajouter des substances qui les ont rendus plus solides. À nouveau se pose la question, pourquoi les autres ne l'ont pas remarqué?
Ils ont toujours été habitués à l'idée que sur la rive opposée du Nil, on extrait les blocs de pierre, de calcaire, comme c'est démontré dans des films spécialement créés, soi-disant documentaires, et qu'on les transportait sur des barges, sur des radeaux, sur le bon côté du Nil. De l'autre côté, le calcaire est différent. C'est un calcaire qui contient un masse de nummulites bien conservés. Ce sont des petites coquilles de la taille d'une petite pièce de monnaie. Et dans les blocs de la pyramide de Khéops, où sont ces nummulites? Où sont les restes organiques tels que les oursins de l'époque de l'Éocène? Il n'y en a pas. De plus, le calcaire est fendillé. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une petite fente en me promenant sur la pyramide de Khéops. Le béton est amorphe. Le béton ne fait pas de fente et se comporte comme une matière homogène et de même densité dans toutes les directions. Dans la pyramide de Khéops, il y a un sarcophage, un granit monolithe. Personne n'arrive à donner la réponse comment ce sarcophage s'est retrouvé à l'intérieur. Il n'était pas possible de le transporter par les tunnels et les ouvertures existantes qui sont beaucoup trop étroits. Rappelons-nous d'autres mystères semblables. Par exemple, dans la célèbre vallée des Rois située à 500 km du Caire près de Luxor. Aujourd'hui, pour accéder à cet endroit, il y a une large route que l'on peut aussi emprunter en voiture. Mais il y a encore 100 ans en arrière, ici, il n'y avait aucune route. La vallée où ont été enterrés les rois était entourée de rocs escarpés. Pour accéder à l'intérieur, on était obligé de passer par un petit tunnel creusé dans le roc. Lorsque les premiers envahisseurs européens avec Napoléon en tête sont arrivés dans la vallée pour la première fois, ils ont été ébahis d'avoir découvert dans les tombeaux des pharaons les sarcophages en granit. Leur gabarit excédait grandement l'ouverture du seul accès à la vallée, d'autant plus que ces sarcophages, tout comme dans la pyramide de Khéops, n'étaient pas assemblés de morceaux plus petits, ils étaient monolithiques, car ils résonnaient tels des cloches lorsqu'on frappait dessus avec un marteau. Les égyptologues ont dit « Et alors ?» On les a traînés à travers des montagnes, on les descendait avec des cordes. Ça n'aurait pas été plus simple d'élargir un peu l'accès à la vallée? Les roches sont tendres là-bas. Ce n'était pas très compliqué de faire un passage plus large si on devait faire passer les sarcophages. Pourquoi les faire passer par les montagnes? De plus, il faut encore prouver que c'est possible, car ces sarcophages pèsent très lourd. Et si on suppose que les sarcophages n'ont pas été transportés mais ont été fabriqués sur place avec du béton de granit géopolymère, on a alors une explication rationnelle à ce mystère. La méthode géopolymère permet de créer non seulement du calcaire artificiel, mais le béton peut être fait à partir de n'importe quelle autre roche, par exemple à partir du granit ou même de la diorite ultra dure. Joseph Davidovits a supposé que les blocs des pyramides n'étaient pas la seule fabrication ancienne égyptienne en béton. L'imitation des matériaux naturels a pu être utilisée partout lors de la construction des temples, des statues et d'objets ménagers. Un autre casse-tête égyptien, celui des célèbres amphores trouvées dans la pyramide de Djéser, a la même solution. Elles sont réalisées en pierres les plus dures, comme la diorite. Les sculpteurs modernes n'essaient même pas de travailler ce type de pierre dont la dureté excède celle du fer. La question se pose, comment ces amphores auraient pu être creusées? Les égyptologues affirment qu'elles ont été creusées, que les anciens Égyptiens prenaient une pierre, la taillaient de l'extérieur pour lui redonner une forme d'amphore et ensuite l'excavaient à l'intérieur à l'aide d'outils en cuivre ou peut-être en pierre. Il faut encore comprendre avec quoi on peut réaliser cela. Normalement, il faut une perceuse au diamant. Et même si on a une telle perceuse, comment l'utiliser à travers d'un goulot très étroit pour que les parois de la partie inférieure soient d'une épaisseur régulière? Il est encore plus étonnant que ni à l'intérieur ni à l'extérieur, on ne voit aucune trace de façonnage avec des outils durs. Combien ça a demandé de temps et d'efforts pour créer les parois de ces récipients non seulement réguliers mais aussi parfaitement lisses. La découverte du Davidovits résout entièrement ce problème. Le béton géopolymère qui n'a pas encore durci a pu être façonné sur un tour de potier comme une argile ordinaire, ce qui signifie que les anciens artisans ne dépensaient pas énormément de temps pour fabriquer chaque objet.
Il existe un autre fait qui suscite chez les égyptologues une admiration presque religieuse. Il s'agit de la profondeur et de la netteté des hiéroglyphes en relief en creux creusés dans les pierres les plus dures. Des analogues à cette méthode ancienne égyptienne de gravure d'images sur pierre n'existent nulle part dans le monde. Si nous étudions la gravure sur pierre dans la tradition européenne ou russe, qui se fait sur la pierre tendre, nous allons constater que la pierre est façonnée sous des angles différents. Apparaissent alors des ornements, des reliefs, des cavités, des facettes, sur lesquelles le jeu d'ombre et de lumière sculpte l'image. Et c'est tout un autre principe dans la gravure égyptienne. Ici, les images s'enfoncent dans la pierre sous un angle droit. Même de nos jours, disposant des alliages les plus durs, on ne parvient pas à créer d'outils qui pourraient s'enfoncer dans le granit ou dans la diorite, comme un couteau dans le beurre. Cependant, on dirait que le burin entre les mains d'un ancien graveur ne connaissait pas de résistance et ne déviait pas, même en rencontrant des inclusions plus dures. Bien sûr, on peut à nouveau faire l'éloge de l'ingéniosité et du zèle des anciens artisans égyptiens et s'étonner à nouveau de leur tendance étrange à se compliquer la vie. En effet, dans quel but on enfonce l'image dans la pierre de plus de 10 cm? Pourquoi il ne se limitait pas à 2-3 cm qui rendent les gravures parfaitement lisibles? Ne faudrait-il pas renoncer à créer de nouveaux mythes sur des anciens Égyptiens laborieux et magiciens lors de recherches d'explications vraisemblables et rationnelles? Il serait peut-être plus productif de retourner à l'idée du béton de géopolymère et de supposer que les hiéroglyphes n'ont pas été creusés mais empreints sur la surface qui n'a pas encore durci. Dans ce cas, on comprend mieux avec quoi et comment ont été réalisées les écritures. Les Égyptiens ont été des génies de l'enduit. L'enduit qu'ils appliquaient était idéal. Les murs des temples sont revêtus de l'enduit sur lequel ils imprégnaient les 10 hiéroglyphes. Souvent, on croit que ce revêtement est en granit, et on s'étonne de l'ajustement parfait de cette couche du granit aux parois des murs. Mais c'est naturel dans le cas de l'enduit. En effet, si on oublie pour quelques instants l'idée de la maçonnerie mystérieuse et savante, il devient évident qu'à cet endroit, on n'a pas pu se passer de travaux de ravalement. Sur beaucoup de blocs anciens égyptiens en granit, ainsi que sur des statues, par exemple de sphinx, il y a des parties chauves, c'est-à-dire il y a une couche parallèle à la surface de la statue qui se détache par endroits. Bien sûr, on rencontre des pierres naturelles stratifiées, mais ces strates ne peuvent pas être parallèles à la surface taillée. Pour réaliser une énorme statue de sphinx en granit, il n'est pas du tout nécessaire de dépenser tout le béton de qualité pour la partie intérieure du sphinx. Et encore un argument pour la version du béton. Dans la cour du temple de Dendera se trouve une dalle ancienne sur laquelle est empreinte une image typique pour l'ancienne Égypte. Ce bloc est constitué de cristaux de granit qui sont liés entre eux avec une poudre grisâtre. Ce granit s'effrite sous les doigts. La science ne connaît pas de granit naturel qui s'effrite sous les doigts. Probablement, dans ce cas, nous avons affaire à un défaut de fabrication commis par les anciens artisans. Les substances liantes fabriquées par les anciens constructeurs étaient de tellement mauvaise qualité que la pierre obtenue s'émiette facilement entre les mains. Les Égyptiens pouvaient commettre des erreurs comme tous les humains, par exemple en préparant le mélange de masse de béton. Dans tous les cas, le caractère artificiel de ces pierres est en évidence. Il faut éclairer une autre circonstance. Comment les bâtisseurs concassaient la roche? Pourquoi ne pas supposer que ce problème était résolu par analogie avec la mouture du blé, avec l'utilisation de mortiers, de broyeurs et de meules? Il n'y a pas de problème avec ça, surtout qu'on a retrouvé en Égypte les dalles sur lesquelles on pouvait broyer les roches. On devait parvenir à broyer manuellement les roches tendres telles que le calcaire. Mais comment pulvériser en poudre les pierres dures comme la diorite? Il se trouve qu'il existe pour cela une méthode pas trop compliquée. Nous le faisons dans les champs chaque année, car des fois on a besoin d'obtenir une poudre d'une roche dure sans qu'il y ait des particules de fer provenant des marteaux ou des mortiers. Pour cela, on prend une pierre, on la pose sur une deuxième et on la frappe avec une troisième.
Voilà, ainsi, en frappant une pierre avec une autre, on obtient une poudre. Avec cette méthode simple, on peut obtenir la matière première pour fabriquer une roche artificielle de n'importe quelle dureté. C'est une ressource inépuisable. Bien sûr, ça prend du temps, mais il n'est pas nécessaire de broyer toute la roche en poudre. Un mélange de poudre avec des granules donne un produit fini plus solide et permet d'accélérer la fabrication. De plus, les habitants de la Terre depuis des lustres ont utilisé une autre méthode de broyage qui n'est pas trop laborieuse. Au Yémen, les hommes moulent le blé en se balançant sur une bascule dans un grand bol en pierre. C'est de cette manière, en écrasant avec une pierre sur une autre, sans meule manuelle, qu'on peut concasser la roche en quantité. Ainsi, l'hypothèse de l'utilisation en ancienne Égypte du béton géopolymère prend forme. En effet, elle explique beaucoup de mystères non seulement des pyramides, mais aussi de Baalbek au Liban, de Stonehenge en Angleterre et d'autres monuments vraisemblablement réalisés de la même manière. Mais si le béton géopolymère a été réellement utilisé par l'humanité depuis des époques très anciennes, pourquoi n'a-t-on pas gardé ces connaissances uniques? La réponse à cette question est évidente. Autrefois, très peu de découvertes ont été rendues publiques. La plupart ont été gardées dans un secret très strict. Seuls quelques initiés possédaient les secrets et en cas de disparition subite, ces technologies ne pouvaient plus être transmises. C'est de cette manière qu'on a perdu les secrets de fabrication du filigrane et de granulation en orfèvrerie de l'acier de Damas, bien que nous en sachions quelques faits ou au moins nous avons entendu quelque chose. Mais pourquoi nous ne savons rien du matériau de construction unique utilisé dans le passé? Est-ce que réellement nous n'en avons aucune mention historique? Tout le monde connaît la fameuse pierre philosophale du Moyen Âge. Ce sont surtout les alchimistes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient passionnés par les recherches de cette pierre. Bien sûr, le thème de la pierre philosophale est très large et il a beaucoup de sens. Ici, nous avons beaucoup de sujets différents qui se sont mêlés. La science traditionnelle considère l'alchimie comme un courant pseudo-scientifique de la chimie. Parmi les avancées de l'alchimie, nous avons les découvertes et le perfectionnement des produits très utiles employés largement, tels que des peintures minérales ou à base de plantes, des verres, des aimants, des alliages métalliques, des acides, des alcalis et des sels. Néanmoins, dans l'alchimie, les recherches de la dite pierre philosophale, c'était l'objectif principal. D'après une idée reçue, au Moyen-Âge, on recherchait ni plus ni moins une substance permettant de transformer le fer ou un autre métal en or. Et toutes les découvertes réalisées ont été accidentelles, survenues lors de ces recherches infructueuses. Tout de même, il paraît peu probable qu'une science qui n'apporte aucun résultat pratique, qui est basée sur une chimère et sur des fausses promesses, puisse perdurer quelques siècles. Alors les alchimistes devaient se mettre à résoudre d'autres problèmes d'usage courant. De plus, ceux qui les finançaient devaient avoir des raisons de croire que les objectifs étaient atteignables, que quelque chose de semblable avait déjà été réalisé dans le passé. Cependant, de l'histoire de l'alchimie, on sait que le secret de la pierre philosophale a été connu justement en Égypte. La dernière personne qui possédait les connaissances secrètes, c'était un Romain dénommé Maurienus. La légende dit qu'un jour, le roi égyptien Khalid a rassemblé ses alchimistes et exigé de fabriquer la pierre tant convoitée. Toutes leurs tentatives ont échoué. À ce moment-là est arrivé Maurienus, qui a facilement résolu le problème. Le Romain est resté vivant, ce fut sa récompense. Tous les autres alchimistes ont été exécutés. Craignant de subir tôt ou tard le même sort, Maurienus s'est échappé. Plusieurs années plus tard, un des servants du roi a trouvé Maurienus et exigé qu'il dévoile son secret. Et Maurienus l'a fait. Et il a dévoilé son secret. Il disait que pour créer la pierre philosophale, il faut d'abord détruire, et qu'il y a plusieurs éléments composants qu'il a nommés avec des mots mystérieux que son interlocuteur n'a pas compris. Plus tard, les alchimistes ont essayé d'interpréter les dires de Maurienus, mais apparemment en vain, car ils n'ont jamais obtenu la pierre philosophale. Et si on supposait qu'il s'agissait de la fabrication du béton géopolymère?
Nous n'affirmons pas que la pierre philosophale ce n'est rien d'autre que le béton géopolymère, non, mais c'est l'une des interprétations assez plausibles. De ce point de vue, beaucoup d'indications des anciennes sources acquièrent un nouveau sens très limpide. Comme nous l'avons découvert en nous tournant vers des livres anciens de l'alchimie, ces sources reproduisent assez fréquemment et assez bien la méthode de l'obtention du béton géopolymère. En effet, la technologie est la suivante. D'abord, il faut concasser la roche, ensuite il faut rajouter des substances spéciales et tout mélanger pour obtenir à la fin la pierre philosophale. À ce propos, aujourd'hui nous disons la pierre artificielle, et autrefois les termes artifice et philosophie étaient employés pour tout savoir en général. La pierre artificielle, c'est une pierre obtenue à l'aide d'un artifice, c'est-à-dire d'un savoir. On peut aussi dire la pierre philosophale. C'est une pierre obtenue à l'aide de la philosophie ou d'un savoir gardé. Naturellement, la découverte aussi capitale que celle de la pierre artificielle qui permettait de fabriquer des murs solides de forteresses et d'autres édifices devait avoir une importance énorme. Après l'avoir perdue, pendant longtemps on a employé beaucoup d'efforts pour la restaurer, mais les alchimistes médiévaux ont travaillé là-dessus au XVIe siècle, n'ont pas réussi. Plus tard, l'idée a été abandonnée. C'est seulement au XXe siècle qu'on a redécouvert la technologie. Évidemment, l'hypothèse courageuse de Davidovits, de Nosovsky et de Fomenko nécessite une vérification indépendante. Pour déterminer authentiquement en quels matériaux ont été faites les pyramides, en pierre naturelle ou artificielle, il suffit d'effectuer des analyses physico-chimiques de la pierre, et cela a été réalisé par des scientifiques russes. En novembre de 2005, l'équipe de chercheurs du projet de la nouvelle chronologie avec Gleb Nosovsky en tête a visité l'Égypte. Durant ce voyage ont été découverts de nouveaux faits confirmant la théorie du béton, dont beaucoup ont été énumérés dans ce film. De plus, on a prélevé les échantillons du matériau de construction de l'une des trois grandes pyramides, celle de Mykérinos. Cette pyramide, de sa base jusqu'à un tiers de sa hauteur, est revêtue de granit naturel, comme on le croit. Un fragment du bloc de ce revêtement a été prélevé par Gleb Nosovsky pour l'étudier. Voilà, on va casser un morceau et on va l'expertiser. En effet, cette pierre du revêtement de la pyramide extérieurement ressemble beaucoup au granit et ne fait pas du tout penser au béton. Il est d'autant plus intéressant de connaître les résultats de l'expertise qui a été effectuée par l'Institut de la chimie physique et électrique de l'Académie russe des sciences. L'objectif de cette étude, c'est de déterminer la structure et la composition élémentaire d'un échantillon de type de pierre. L'échantillon a été obtenu par coup tranchant et enduit d'une couche d'un agent conducteur dans la qualité duquel on a utilisé le carbone. Le carbone a été vaporisé sur l'échantillon en rotation et sous vide, ce qui a permis d'obtenir un film de carbone très fin sur la surface de l'échantillon. Préparé de cette façon, l'échantillon a été placé sous un microscope scanner électronique. Ce microscope est doté de détecteurs des ondes et énergétiques du rayonnement X, qui permettent d'établir la composition élémentaire avec une précision d'un dixième à un centième de % selon la structure chimique de chaque élément. Suite à cette étude, nous avons pu faire des microphotographies de la surface de l'échantillon sur des niveaux différents de son organisation structurelle. On a également obtenu les gammes X qui ont permis d'établir de façon univoque les éléments présents dans l'échantillon ainsi que leur quantité. Les résultats de l'analyse chimique ont montré une quantité beaucoup trop élevée pour une pierre naturelle de titane, de calcium, de sodium, de phosphore, de soufre, de chlore et d'aluminium, et au contraire une quantité insuffisante par rapport à la pierre naturelle de potassium et de dioxyde de silicium. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? En apparence, cet échantillon ressemble beaucoup à un morceau de granit. Néanmoins, en étudiant les photos réalisées à l'aide du microscope électronique, n'importe quel géologue expérimenté ne pourra faire qu'une seule conclusion. Ceci n'est pas une pierre naturelle.
Le granit naturel a une structure dense, homogène et granuleuse. Les espaces entre les cristaux de feldspath et de mica sont remplis de quartz très dur. Et dans l'échantillon prélevé sur la pyramide de Mykérinos, on voit un tableau tout à fait différent. La structure de la pierre est raréfiée, les granules des minéraux sont disposés de façon chaotique et sont retenus avec un agent liant, ce qui ne caractérise pas du tout la pierre naturelle. C'est la présence de cet agent liant qui peut expliquer la contenance élevée des composés de titane, de calcium, d'aluminium et d'autres éléments dans l'échantillon. L'ensemble de ces données démontre que probablement nous avons affaire à un mélange de chantier, à une solution avec une base en calcaire. Et les composants additifs, comme nous pouvons le voir à l'œil nu, c'est tout simplement soit du feldspath, soit du biotite, soit du granit. Ces faits sont déjà suffisants pour tirer la conclusion. La pyramide de Mykérinos est revêtue d'un matériau artificiel. Mais si on étudie les photographies de façon très minutieuse, on va découvrir un autre argument, plus que convaincant, qui prouve la version du béton. La présence de fibres ou d'une matière en forme de filament dans une quantité importante, comme nous pouvons le voir sur les photos, prouve que c'est de la matière organique qui n'a aucun rapport avec une roche naturelle. Cette matière n'aurait pu arriver là-dedans que lors de la fabrication de cette pierre. J'ai émis une supposition que ça pourrait être des fils de la fine polaire provenant d'une variété locale de moutons. On dirait que c'est des fibres de feutre si on regarde les photos de haute définition. Ces fibres couvertes d'écailles se voient parfaitement bien. La quantité de la matière étrangère dans cet échantillon de pierre de la pyramide est tout simplement énorme, au point que ça ne se discute même pas qu'il s'agit de pierres artificielles. Alors, ces résultats ne sont pas inattendus. Davidovits avait effectué les mêmes analyses plusieurs années en arrière et était arrivé à la même conclusion. Il est assez étonnant que les égyptologues ne prêtent pas attention à ce genre de résultats. Ça fait longtemps qu'ils sont au courant. Davidovits avait fait des publications, nous aussi. Nous avons vraiment l'impression que les égyptologues ignorent obstinément les raisons avancées par les représentants des sciences exactes. En 1982, Jean-Philippe Loher, le partisan de la version de la pierre naturelle, a mis à la disposition de Davidovits 2 échantillons provenant des blocs des pyramides et proposé de prouver leur origine artificielle. Les analyses chimiques menées par 2 laboratoires indépendants ont pleinement prouvé la version du béton. À cette occasion, Davidovits a lu son rapport lors du congrès des égyptologues à Toronto. Néanmoins, Loher, qui était venu au congrès, pour une raison inconnue, n'a pas été présent lors de l'exposé de son collègue. Il s'est limité à un commentaire laconique dans la presse. Ce n'est pas bête, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être parce que ça ne peut jamais être. Voilà la réponse d'un scientifique à un autre scientifique. 2 années plus tard, en 1984, Davidovits a adressé à la direction égyptienne des monuments antiques une demande d'autorisation pour effectuer des recherches sur le plateau de Gizeh. La demande du professeur a été rejetée. Le refus a été expliqué ainsi. Votre hypothèse ne représente que votre point de vue personnel, qui ne correspond pas du tout aux faits archéologiques et géologiques. Le refus avait un caractère purement démagogique. On n'a pu avancer aucun argument scientifique contre l'hypothèse de Davidovits. Selon notre opinion, cette situation témoigne clairement qu'en réalité, certains égyptologues appréhendent toute discussion, car ce terrain est miné de gros problèmes. Et voici un autre exemple tout frais. En 2006, les scientifiques américains ont effectué indépendamment des études de la matière des blocs de la pyramide de Khéops. L'analyse de gamme et l'analyse minéralogique ont démontré que l'échantillon du matériau de construction était fait d'un mélange de calcaire, de sable et d'argile. À ce moment, les experts se devaient de reconnaître la chose évidente, c'est du béton. Mais il semblerait que rien ne puisse ébranler la stagnation presque religieuse des représentants de la science traditionnelle. Ce même Davidovits n'a pas seulement publié des livres, il a en plus démontré en pratique la possibilité de construction d'une pyramide en béton à partir des matériaux qui étaient à la portée des anciens Égyptiens.
Quand vous regardez les blocs des pyramides, que voyez-vous? Vous voyez des blocs avec une surface lisse et d'autres avec une surface rugueuse. Nous avons reproduit les deux variantes. Le secret se cache dans les eaux souterraines, dont la qualité change en fonction du climat et du temps. Avec cette démarche, Davidovits a essayé d'attirer l'attention sur sa théorie, mais en vain. On a vraiment l'impression que les égyptologues modernes essaient de garder à tout prix le beau conte de fées créé par leurs prédécesseurs au XIXe siècle. Le conte sur les millions d'esclaves égyptiens qui, tels des fourmis, durant plusieurs décennies transbayutaient des énormes blocs de pierre et édifiaient avec les colossales pyramides. Tous les manuels d'histoire en parlent. Il y a un paquet de films sur ce sujet. Les historiens ne souhaitent pas admettre maintenant que tout cela n'est qu'une fiction, car dans ce cas, de façon inévitable, apparaissent des doutes sur la véracité de leurs autres théories. Si sur une page d'un ouvrage scientifique on trouve une erreur grossière, et si l'auteur de cet ouvrage, au lieu de reconnaître cette erreur, prétend obstinément avoir raison, cela indique clairement que l'ouvrage est truffé d'erreurs. En effet, notre analyse a tiré au clair que la version de l'histoire et de la chronologie de l'Égypte que défendent les égyptologues repose sur un fondement mouvant et qu'elle comporte un nombre très important d'erreurs profondes et de principes. Dans tous les manuels d'histoire, on affirme que la civilisation égyptienne est très ancienne et qu'elle a existé plusieurs millénaires en arrière. Bien que ça puisse paraître très étrange, les historiens ne disposent et n'ont jamais disposé d'aucune preuve réelle de cette ancienneté soi-disant évidente. Alors parmi toutes les autres, la question sur la méthode de construction des pyramides n'est pas du tout la seule ni la principale. Les représentants de la science traditionnelle soutiennent opiniâtrement la version erronée. On a des raisons de dire que les réponses aux autres questions, qui, quand et dans quel but a construit ces pyramides, ne sont pas non plus vraiment fondées, contrairement à ce qu'on croit.